Tu connais le salaire minimum ici, Rafa? Un pays plus cher que le Venezuela a été trouvé pour la première fois. En vivant à Oslo, dans la capitale, combien coûte le coût de la vie? Combien pourrait coûter un loyer? Combien une personne dépenserait-elle normalement pour la nourriture? Quel prix fou! Depuis les rues froides d'Oslo en plein automne. Même si la tenue de Ninita ne semble pas être la plus appropriée, nous vous souhaitons la bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est notre 69e pays, la Norvège, et nous allons le parcourir, je dirais de la façon parfaite, avec des Vénézuéliens, alors restez avec nous car ça va être génial. Et si tu ne nous connais pas encore, je suis Valérie. Et moi c'est Emmanuel Vieira. Et ensemble, nous sommes deux fous de voyage. Notre premier arrêt dans ce parcours à travers Oslo sera la Bibliothèque nationale. Regardez comme cet endroit est spectaculaire. Et si vous avez vu il y a 2 ans notre vidéo où nous visitions Helsinki, la capitale de la Finlande, vous avez peut-être remarqué que nous avons également visité une bibliothèque tout aussi spectaculaire. Et c'est dans les pays scandinaves qu'ils ont un modèle socialiste qui fonctionne vraiment. Ici, on paie beaucoup d'impôts, jusqu'à 50%. Évidemment, cela dépend de ton salaire, mais ça va d'environ 20 et quelques jusqu'à 50%. Et ensuite, tu les vois refléter dans des choses comme celle-ci, parce que vous voyez cet endroit comme ça, regardez cette robotique spectaculaire de vraiment, mais il y a plein de choses ici qui sont totalement gratuites. Ou bon, encore une fois, c'est payé avec les impôts, mais c'est à la disposition de tous. C'est-à-dire, si tu n'as pas d'argent pour une réunion, parce que tu es un entrepreneur, et bon, tu vas rencontrer des personnes qui veulent investir dans ton projet. Tu peux réserver une salle ici et venir te réunir totalement gratuitement. Si tu veux commencer à chanter, eh bien ici, ils ont des espaces où tu peux enregistrer de l'audio. Si tu veux faire un podcast, il y a tellement de choses à disposition des résidents de ce pays qui sont totalement gratuites, simplement en faisant une réservation en ligne. Nous avons la chance de découvrir Oslo avec une Vénézuélienne. Daniela, pourrais-tu partager un peu ton histoire avec nous? C'est un plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette opportunité. Eh bien, pour être honnête, je suis très émue depuis la première seconde où tu m'as dit « Dani, on y va ». J'ai dit « Waouh, des Vénézuéliens dans le monde, ça me touche vraiment ». Quand quelqu'un vient du Venezuela, on se dit « Ce sont les miens ». Eh bien, ça fait presque 8 ans que nous sommes ici en Norvège. Ça fait déjà un bon moment. Nous sommes venus ici à cause du travail de mon mari. Pour résumer un peu, ça a été un voyage assez compliqué. Choc culturel, de solitude, parce que je pense qu'on parle peu de la solitude que peut représenter l'immigration. Même dans des pays comme ceux-ci, où nous, les Latinos, sommes très peu nombreux. Tu sais, le changement culturel, la langue. Totalement différente. Totalement différente, d'accord? Alors rien, je crois que ça a été un vrai carrousel. Ça monte, ça descend, ça monte et ça descend, tu t'écrases. Mais bon, nous sommes ici avec ma famille, en train d'essayer d'aller de l'avant, reconnaissant envers la Norvège. Tu n'as pas idée, parce qu'en dépit des moments difficiles, il y a cette partie dont je peux te dire qu'elle me remplit d'émotions et d'énergie chaque jour de ma vie. Et c'est de voir les opportunités que ce pays offre à mes filles. Voir ma fille aînée, 11 ans, parler anglais, norvégien, espagnol et apprendre une autre langue, pour moi, c'est wow. Incroyable. Incroyable? Quand as-tu quitté le Venezuela? Non, mais attends. Nous sommes d'abord partis au Chili. D'accord. Nous avons d'abord vécu au Chili et nous y sommes restés 2 ans et demi, puis nous sommes venus en Norvège. Donc, c'est pour ça que ça fait déjà 11 ans, non? Que tu es parti du Venezuela? Que nous sommes partis du Venezuela, 11 ans. Et quand tu es arrivé ici, en Norvège, comment ça s'est passé avec la langue? Combien de temps t'a-t-il fallu pour apprendre la langue?
Écoute, je crois que c'est quelque chose qui ne finit jamais. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu apprends cette langue chaque jour de ta vie. Chaque jour de ma vie, j'apprends un nouveau mot. Vraiment, chaque jour de ma vie, j'apprends quelque chose de nouveau. Donc, je pense que c'est quelque chose qui ne finit jamais. Chaque jour, tu apprends quelque chose. Mais oui, il m'a fallu environ 5 ans pour pouvoir au moins me sentir... Parler les bases et pouvoir communiquer avec quelqu'un. Oui? Eh bien, les bases, tu peux peut-être les acquérir en 1 ou 2 ans. Mais pour vraiment te sentir intégré, c'est autre chose. Car ce sont des choses très différentes. Tu peux dire quelques mots, parler un peu et te sentir un peu à l'aise la première année, la deuxième année, mais tu ne te sens pas vraiment intégré. Pour en arriver là, oui, je pense qu'il faut un peu plus de temps parce qu'il est vrai aussi que tu te sens intégré quand tu parles la langue. Bien sûr, parce que tu peux vraiment te connecter. Exactement, tu peux vraiment te connecter parce que oui, beaucoup de personnes arrivent en parlant anglais. Et bien sûr que ça marche aussi, bien sûr que ça sert aussi. Mais les Norvégiens, quand ils parlent de leur vie, quand ils partagent leurs expériences, ils le font bien sûr en norvégien. C'est là que tu vas commencer à te sentir intégré. Quand tu entends déjà les petits potins, quand bien sûr tu peux répondre aux petits potins, et là tu te dis « Waouh, c'est vraiment différent », tu vois. L'intégration, c'est autre chose. Mon mari et moi disons toujours qu'il y a une vie avant et après le moment où tu parles la langue. Pourquoi? Comme tu t'intègres déjà, tu peux aller au théâtre, au cinéma, et en faisant cela, tu te dis « Hey, j'ai déjà une vie normale ». Et je te jure, au début, j'avais même peur d'aller seule au supermarché. Quelles différences culturelles t'ont le plus surpris? Tu t'es dit « Mais comment ça se passe ici ?» L'une des plus grandes, je crois, c'était de voir à quel point les gens ici sont en harmonie avec la nature. C'est-à-dire, par exemple, ici, il pleut, il y a de l'orage, des éclairs ou même 3 mètres de neige par ici. Les gens sortent se promener comme si de rien n'était. Les enfants se baladent seuls comme si de rien n'était. Et pour moi, c'était vraiment impressionnant. Il pleut, je dois rentrer chez moi parce qu'il pleut. Et bien sûr... Pour moi, c'était l'un des plus grands chocs culturels. Savoir qu'il fait froid, qu'il y a de la neige, peu importe, vous allez continuer votre vie normalement et bien sûr avec le froid extrême qu'il y a ici en Norvège. C'est un peu compliqué pour moi de dire « Eh oui, aujourd'hui on va se promener, tu sais, aujourd'hui on va se promener dans la rue ». Et je crois que ça reste pour moi l'un des plus grands chocs culturels. D'accord, sur le même sujet, par exemple, quand tu es malade, que tu as la grippe, qu'est-ce que le médecin te prescrit? Va respirer de l'air frais dehors, tu as la grippe, on t'envoie respirer de l'air frais dehors à moins 25 degrés. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Des enfants allant seuls à l'école dès 6 ans? Tu vois, bah ça, c'est pas du tout normal. Pour nous, c'est pas du tout normal. J'ai dû apprendre à lâcher prise. Je reste une maman poule du genre non, il vient avec moi, mais on m'a déjà appelée. On m'a même appelée de l'école pour me dire « Écoutez, maintenant, la petite doit commencer à y aller toute seule et ça commence dès l'âge de 6 ans. » Imaginez des enfants de 6 ans allant seuls sous la neige, le froid ou la pluie. Voici, que l'école t'appelle pour demander « Pourquoi, s'il te plaît ?» Pourquoi, s'il te plaît? Arrête d'être aussi latine et lâche un peu ta petite fille. Oui, et ça m'est arrivé, je l'ai vécu, et voilà, ça a été un choc culturel dur, un autre des chocs culturels. Par exemple, la question de la nourriture. Ici, ils prennent un petit déjeuner très léger, alors que chez nous, au Venezuela, une arepa, c'est déjà un vrai petit déjeuner, et moi, j'ai besoin d'une arepa. Des arepitos? Pas des toutes petites. Une seule, ce n'est rien ici, non pas ici. En fait, il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo où je comparais la nourriture de ma camarade avec la mienne. Et elle avait une tranche de concombre avec le biscuit qu'on appelle, qui est comme un genre de pain et de biscuit, quelque chose comme ça. Donc, c'était le biscuit, un fromage, du concombre et du poivron. Et moi, j'ai dit, c'est ça ton petit déjeuner? Et moi, j'ai sorti, ma mère, l'arepa avec de la viande, la pepiada avec du poulet. Avocat, poulet? Avocat, le truc était comme ça, aussi grand, et elle mangeait le sien. C'est ma fille, celle qui est née ici il n'y a pas longtemps. Elle me dit « Maman, je ne veux plus que tu m'envoies de la nourriture latine à l'école. » J'ai failli faire une crise cardiaque. Je suis restée figée parce que je pensais que je faisais les choses de façon très neutre. Bien sûr, je n'envoie pas d'arepa ou de tequeño tous les jours à ma fille à l'école, mais je croyais agir de façon neutre. Je mélangeais, un jour je pouvais lui envoyer, je ne sais pas, un petit gâteau par exemple, parce que je savais qu'une arepa c'est très exotique. Cependant, une fois par mois, je lui envoyais une arepa. Mais imagine, enfin je pensais déjà que je faisais les choses de façon très neutre, parce que ce n'était pas tous les jours. Et là ma fille m'a dit, et très sérieusement, tôt le matin,
Maman, je ne veux plus que tu continues à me mettre de la nourriture latine dans ma boîte à déjeuner. Parce que j'imagine aussi que, comme un enfant, on veut s'intégrer à ses camarades. On voit sa petite copine manger son petit biscuit avec du jambon et toi, tu sors autre chose avec du poivron. Tu sors une arepa préparée par ta mère et dis « Maman, je me sens différente ». À ce stade-là, peut-être que celui qui y allait non, elle non plus, parce qu'elle a 5 ans, je ne pense pas qu'elle réfléchisse autant à la question de savoir si elle est différente. Non, mais tu vois ce que tes camarades ont? Mais tu vois, c'est ça. Elle me dit « Maman, tout le monde regarde ma boîte à déjeuner car ça leur semble exotique, alors j'imagine la scène. Ce n'est pas confortable que d'autres observent ta nourriture et que tu doives expliquer. » Ce que tu es en train de prendre au petit déjeuner? Évidemment, ils ne sont pas méchants. Ils réagissent juste parce qu'ils trouvent ça incroyable, comme « Wow, regarde ce qu'elle mange !» J'ai encore plusieurs questions, Daniela, mais avançons. Il reste à savoir comment est la vie ici. Concernant les prix, combien coûte la vie ici? Nous voulons aussi savoir comment travailler ici, mais on continue la visite et on posera ces questions après. Parfait. Que va-t-on découvrir maintenant? Maintenant, nous allons au musée Munch. Ça m'a surpris que pendant que je filmais Daniela et Valérie, juste là-bas au fond, il y avait des gens qui sautaient dans l'eau. Et c'est l'une des pratiques les plus courantes dans les pays scandinaves. Ces choses que vous voyez là-bas au fond sont des saunas. Alors les gens sautent dans l'eau, regardent. Là, il y a une dame qui sort de l'eau. Ils se jettent de bons plongeons dans cette mer gelée parce que vous pourriez croire que c'est un lac. Mais non, c'est la mer. Et ensuite, ils vont dans le sauna pour se détendre un petit moment et ils peuvent répéter ce processus plusieurs fois. Et il est scientifiquement prouvé qu'il y a des bienfaits à se baigner dans l'eau froide et aussi à aller au sauna. Donc c'était drôle que pendant qu'elle parlait du froid et tout le reste, les gens sautaient derrière et faisaient de bons plongeons. Avant d'entrer dans le musée que vous voyez là-bas devant, je veux vous montrer la plage d'Oslo comme vous la voyez. Eh bien, en ce moment, nous sommes en automne et il fait un peu froid, mais en été, les gens viennent se baigner sur cette plage qui reste quand même froide. Bien sûr, mais c'est déjà une tradition, car évidemment, ce qui est froid pour nous, peut-être que pour un Norvégien, c'est chaud. Alors ici, ils ont leur petit sable, ils vont dans la mer. D'ailleurs, en ce moment, il y a beaucoup de mouettes et de pigeons. J'ai vu des canards, aussi plusieurs types d'oiseaux ici, non seulement sur la petite plage, mais aussi sur la pelouse. Oui. Nous sommes déjà entrés dans le musée et nous attendons qu'il soit midi pour qu'on nous laisse entrer dans un belvédère. Cependant, nous n'allons pas faire le parcours complet car nous avons beaucoup d'endroits que nous voulons visiter ici à Oslo et peu de temps. Mais je veux vous montrer ceci. C'est un petit café ordinaire qui se trouve ici en bas du musée et regardez les prix des choses pour que vous ayez une idée. Une couronne norvégienne, qui est la monnaie d'ici, équivaut à 0,1 $, c'est-à-dire que 10 couronnes norvégiennes font 1 $. Donc pour tout ce que vous voyez, enlevez un zéro, c'est-à-dire 204, 20,4. Cette petite salade César que vous voyez là, 20,4 $. Et ici, une salade de quinoa, 18,9 $. Ce que vous devez faire, comme dirait mon professeur de mathématiques, c'est déplacer la virgule vers la gauche et c'est tout. Un croissant, 17,4 $. Chérie, es-tu prête à faire un jeûne de 15 jours? En ne changeant de vêtements qu'une fois par jour? Tu vois cette salade, César? 20 $? Nous sommes dans l'un des musées les plus importants d'Oslo, mais il ne se limite pas à cela. Regardez, hier quand nous sommes arrivés, nous étions sur Google. J'avais envie de manger de la viande. J'ai vu un restaurant qui avait l'air sympa. Grâce à Dieu, maintenant sur Google, dans les avis, les gens mettent les menus. Grâce à Nigneta, à qui j'ai dit « je te donne les prix d'abord ». Alors je vois que le restaurant proposait entrecôte galicienne, je ne sais pas quoi, 160 $ le plat, c'est-à-dire un plat, 160 $ et j'ai dit jamais de la vie. Un pays plus cher que le Venezuela a été trouvé pour la première fois. Littéralement. Ici, il n'y a vraiment pas de comparaison, mais on s'est dit, bon, allons dans un italien. Alors on est allé au restaurant italien. Je ne voulais pas manger de pâtes, mais j'avais aussi vu de bonne viande, parce que sinon, le soir, c'est que des glucides, tu vois. Et on a vu que c'était environ 40 $ chacun.
Ensuite, on a pris une entrée et un verre de vin pour fêter notre arrivée en Norvège. Au final, 160 $ parce que c'était environ 145. Mais j'ai laissé 10% de pourboire, le service était très bon. Je ne sais pas, vraiment. Et ça, on va le demander maintenant aux gars. Si c'est courant de laisser un pourboire en Norvège, par exemple, en Espagne ou au Portugal, ce n'est pas courant ici non plus. Et nous, on va faire des achats. Ils me regardent. Donc il ne faut pas y retourner pour récupérer la monnaie. J'ai laissé cet argent avec plaisir, car nous sommes arrivés à 9h30. Le millionnaire, le secret du millionnaire, non, le millionnaire, on n'est pas arrivé à 9h30 du soir, et ça fermait à 10h, et ils nous ont dit, non, on n'a pas de table. Bon, restez là, laissez-moi voir si je fais un effort et tout ça. Et à la fin, ils nous ont trouvé une petite table, où je ne sais pas si c'était le labia, pour qu'on s'assoie et qu'on leur laisse un pourboire. Mais là, la machine disait 5, 10 ou 20%, et j'ai dit, bon, je vais laisser 10 parce que 20 c'est trop. Et maintenant, je veux vous présenter Rafa, le mari de Daniela. Rafa, raconte-moi comment es-tu arrivé en Norvège, c'est-à-dire déjà avec Daniela. Elle a parlé de l'histoire familiale et a dit que c'était grâce à ton travail. Tu fais quoi? Est-ce le même qu'au Chili? Raconte-moi. Non, regarde, je suis ingénieur en électronique et j'ai toujours travaillé dans les systèmes et l'informatique. Au Chili, j'étais programmeur. Hier, j'ai travaillé pour une entreprise qui développe des GPS pour tout le Chili et tout le développement était sous ma responsabilité. J'étais le chef du développement interne dans cette entreprise et ensuite, j'ai reçu une offre d'emploi ici en Norvège et bon, nous avons pris la décision de venir ici. Mais c'était une décision vraiment très précipitée. C'est-à-dire, j'ai reçu une offre d'emploi et on m'a dit que je devais venir et on m'a donné un délai de 2 mois pour être ici en Norvège. Alors nous avons pris la décision, c'était comme on le fait, on ne le fait pas et finalement nous avons décidé que oui et nous nous sommes lancés ici. Mais le travail pour lequel je suis venu ici est complètement différent de tout ce que j'avais toujours fait. J'ai dû vraiment sortir de ma zone de confort. Mais bon, nous avons passé un accord selon lequel, en 1 an, je devais déjà parler norvégien et maîtriser ce pourquoi j'étais venu. Voilà ce que nous avons fait et ça a marché. Après 1 an, je travaillais déjà en Norvège. C'est-à-dire que c'est pratiquement une condition indispensable de parler norvégien pour venir s'installer ici, du moins pour un travail aussi spécifique que programmeur ici en Norvège. En effet, oui, c'est-à-dire que si tu veux postuler à un emploi avec un salaire élevé, parler norvégien est une condition requise. Beaucoup de programmeurs travaillent pour des entreprises internationales en anglais, mais travailler pour des entreprises nationales est différent. Tu dois t'adapter à la fois à la culture et à la langue pour pouvoir exercer ici dans un travail de ce type. Et penses-tu qu'en termes d'argent, les entreprises nationales peuvent te payer plus que les entreprises internationales? Ou est-ce que c'est presque pareil, mais que la langue te donne un avantage? Eh bien, Bien sûr, au niveau du salaire, ça pourrait être presque pareil. Il y a même des entreprises internationales dans le secteur du pétrole. Évidemment, ils peuvent te payer bien plus qu'une entreprise norvégienne ne le ferait. Mais pour pouvoir atteindre un salaire élevé et avoir ce genre d'emploi, il faut vraiment s'intégrer complètement à la langue. Parce que dans toutes les entreprises ici, en Norvège, et surtout dans le domaine du développement logiciel et de l'informatique, on travaille en norvégien. Imaginez 20 personnes en réunion qui devraient parler anglais parce qu'une seule ne maîtrise pas la langue. Au lieu de cela, ils choisissent de ne pas embaucher. bien sûr, c'est intéressant. En parlant de salaire, tu connais le salaire minimum ici, Rafa? Ici, il n'y a pas vraiment de salaire minimum, mais il y a une fourchette salariale. On pourrait dire que c'est le minimum avec lequel une personne peut survivre. Et ça doit tourner autour de 350 000, 400 000 couronnes par an. Rappelez-vous que si on enlève un zéro, ça ferait entre 35 000 et 40 000 $ par an. Ça reviendrait à environ 3 500, mais est-ce que c'est net ou brut? Non, c'est brut. Après ça, il faut payer les impôts. Mais ici, le paiement des impôts est proportionnel basé sur le niveau de revenu. Si tu as un revenu plus bas, tu payes moins d'impôts. Et plus ton revenu est élevé, plus tu payes d'impôts. Et quand tu dépasses, si je ne me trompe pas, 800 000 couronnes par an, tu paieras déjà le taux maximal qui serait de 50%. C'est-à-dire 800 000 couronnes, ça fait 80 000 $ divisé par 12 mois. Ça fait environ 7 000 $, un peu moins, 6 000 à 800 $ par mois. Si tu gagnes ça, tu dois payer 3 400 de taxes. Donc il te reste 3 400 $ par mois. Et Rafa, en vivant à Oslo, dans la capitale, quel est le coût de la vie pour ceux qui gagnent ce salaire? Bon, pas le salaire minimum, mais le salaire moyen, tu m'as dit.
C'est-à-dire combien pourrait coûter un loyer, combien une personne dépenserait normalement pour la nourriture. Je ne sais pas si ici l'utilisation de la voiture est indispensable ou combien coûterait le transport public et tout autre coût de la vie. Je ne sais pas si... électricité, eau, service en général, téléphone, etc. Bon, je vais l'établir. Disons, pour une famille de 4 personnes, on va dire papa, maman et 2 enfants. Si tu as ces caractéristiques familiales, alors on pourrait dire que tu as besoin d'un loyer qui sera, si tu loues en dehors de la ville, ça peut te revenir, disons. Une maison moyenne d'environ 150 mètres carrés devrait coûter autour de 3 000 $ par mois. Si c'est déjà un appartement plus petit, ça peut te coûter 2 000 $ par mois. Mais si tu viens au centre d'Oslo, ici où nous sommes, par exemple, le centre, un appartement d'environ 60 mètres carrés doit coûter entre 3 500 et 4 000 $ par mois. Et franchement, 4 personnes dans 60 mètres carrés, c'est compliqué. C'est vraiment serré, non? C'est pour ça que les familles qui ont déjà 2 enfants préfèrent s'installer un peu en dehors de la ville. On parle d'environ 20 minutes de trajet en voiture vers l'extérieur de la ville pour que les loyers deviennent enfin abordables. Disons maintenant, si on parle de nourriture, si c'est pour une famille de 4 personnes également, il te faut un minimum de 1 000 $ par mois et je pense que c'est vraiment le strict minimum que tu vas dépenser. Et là, j'inclus évidemment tous les déjeuners, petits déjeuners et dîners chaque jour. Bien évidemment. Car si tu manges dehors, c'est une autre histoire. Mais il te faut au moins 10 000 couronnes par mois, c'est-à-dire 1 000 $ par mois pour pouvoir subsister avec le strict minimum en nourriture. Parce qu'ici, 1 kilo de viande bon marché te coûte au moins 60 $. 60 $ le kilo de viande, oui. C'est ce que ça coûte. Et je ne te parle pas de rumsteak. Si on parle d'un rumsteak d'1,5 kg, ça peut coûter autour de 1 100 200 couronnes, c'est-à-dire 120 $. Waouh, bon, je vais être sincère avec toi. 1 000 $, ça ne me paraît pas un prix si fou pour acheter de la nourriture, vu les prix que j'ai vus dans la rue. Le prix que j'ai payé hier dans un restaurant qui était très bon, mais normal. La salade César qu'on vient de voir au musée ne me paraît pas si folle. Mais si tu dis qu'un kilo de viande coûte 60 $, alors dans ces 1000, le régime inclura peu de viande. Non? Non, je ne parle pas de manger de la viande tous les jours. Si tu veux manger de la viande tous les jours, il faut augmenter un peu le budget. Et si tu dépenses 15 000 à 20 000 couronnes par mois pour la nourriture, si on parle de manger de la viande, du poulet tous les jours, je parle simplement de varier et aussi de faire quelques ajustements pour qu'on ne mange pas cher tous les jours. C'est-à-dire, regarde grosso modo, d'après ce que tu m'as dit, si une famille de 4 personnes et que les 2 gagnent le salaire, comme base, il faut que les 2 travaillent. Non. La société norvégienne n'est pas conçue pour qu'une seule personne travaille et si c'est le cas, son salaire doit être élevé. Mais la société norvégienne est faite pour que les 2 personnes travaillent et qu'elles aient un salaire d'au moins 40 000, oui, 400 000 couronnes par an, ce qui fait 40 000 $ par an. Exactement. Maintenant, pour le transport, puisque tu m'as aussi posé la question, honnêtement, ici à Oslo, tu n'en as pas besoin. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir ta propre voiture. Oui, c'est recommandé d'en avoir une. Si tu veux sortir en dehors de la ville, si tu veux te promener, si tu veux quitter tout le centre d'Oslo, mais si tu vis à l'intérieur d'Oslo, même en périphérie. Les transports en commun sont très bons, donc la voiture n'est pas indispensable, mais elle reste recommandée car beaucoup de choses deviennent difficiles sans. Et surtout en hiver, imagine faire les courses avec les rues pleines de neige et devoir tout transporter dans un chariot ou quelque chose comme ça, ça devient un peu compliqué. Pour le reste des services, l'eau, l'électricité, le téléphone... L'eau n'est pas payante, c'est-à-dire qu'ici tu ne paies pas pour ta consommation d'eau, tu paies simplement des impôts pour la maison, des impôts pour les ordures, tout ce qui concerne le nettoyage et tout ça. Et on va dire qu'avec tout ça, par an, tu peux en avoir pour environ 2 000, 3 000 $ par an, rien que pour les services, et on va ajouter environ 1 500 $ de plus pour les impôts annuels. Et la maison, évidemment, ça dépend de la maison, de l'appartement et tout ça. C'est tout. Si tu as ta propre maison, non, mais si tu es en location, tu n'as pas à payer. Tu n'es pas en location? Tu n'as rien à payer de tout ça, si tu es en location. Toutes ces dépenses sont à la charge du propriétaire. Exactement. Et Rafa, pour terminer ce segment, avant de continuer à explorer la ville, je souhaite évoquer la nationalité car, hors caméra,
Dany expliquait qu'ils vivent ici depuis 8 ans sans avoir obtenu la nationalité norvégienne. Comment se passe ce processus pour obtenir la nationalité ici? Et aussi, je sais qu'Aurora, leur fille cadette, est née ici, mais elle n'a toujours pas la nationalité non plus à 5 ans. Alors, parle-moi un peu de ça. Regarde ici. Pour qu'un enfant né en Norvège soit norvégien, l'un des deux parents doit être norvégien. Si les parents n'ont pas la nationalité, alors les enfants ne naissent pas avec le droit d'être nationaux d'ici, mais ils naissent avec la nationalité que possèdent les parents à ce moment-là. Mais après 12 ans, les enfants qui ont vécu ici en Norvège pendant les 3 dernières années ont le droit d'obtenir la nationalité et évidemment le passeport norvégien. Pour nous, les immigrés qui venons ici dans le pays, après 18 ans, donc quand tu es adulte, tu dois passer un minimum de 8 ans dans le pays pour pouvoir entamer le processus de nationalité. Eh bien, tu peux imaginer qu'il y a une quantité immense de papiers, de démarches administratives, de tests, d'examens et plein de choses à faire avant de pouvoir commencer ce processus. Et vous, j'imagine, 8 ans et vous l'avez déjà commencé? Nous avons déjà tous les documents requis prêts, tout est déjà rempli. Nous sommes simplement en train de commencer toute la procédure, faire toutes les demandes, apporter les documents, la police. Et après un temps d'attente d'environ 1 an peut-être, pour obtenir une réponse. Et après cela, tu as déjà le droit au passeport et tout ça. Environ 10 ans après ton arrivée dans le pays, tu peux dire « Regarde, j'ai l'un des passeports les plus puissants du monde ». Parce que je sais que la Norvège, parmi plusieurs autres pays d'Europe et du Moyen-Orient, possède l'un des passeports pour lesquels on ne te demande pratiquement jamais de visa. Nulle part dans le monde. Nulle part dans le monde, oui, mais aussi pour cela. Il ne s'agit pas seulement de vivre ici 10 ans, mais d'y vivre 10 ans en faisant bien les choses. Pour obtenir la nationalité, tu dois parler la langue parce que tu dois avoir un test de norvégien validé avec le niveau B1 et B1, c'est déjà un niveau élevé à l'oral. Il faut que ce soit B1. Tu dois passer l'examen de nationalité entièrement en norvégien. Et il te pose des questions, oui, sur l'histoire de la Norvège, il te pose beaucoup de questions. Oui. Tu dois aussi passer ce test. Et le plus important, parce que ce sont des choses que tu peux accomplir, mais le plus important, c'est que tu dois avoir eu un salaire ces dernières années. Au cours des 12 derniers mois, supérieur à 350 000 couronnes par an, et tu ne dois pas avoir reçu d'aide de l'État au cours des 12 derniers mois. C'est-à-dire, si tu es tombé malade pour une raison quelconque et que la sécurité sociale a dû couvrir cette maladie au cours des 12 derniers mois, tu fais la demande. Après cela, ils ne vont pas t'approuver la nationalité. Et si tu as eu un revenu inférieur à 350 000 couronnes par an, ils ne t'approuvent pas non plus la nationalité. C'est-à-dire que tu dois avoir un revenu qu'on appelle ici un revenu supérieur au minimum, et c'est là qu'on parle du salaire minimum. Il n'y a pas de salaire minimum, mais c'est ça le minimum, ce qui te permet de pouvoir demander les papiers ici, la nationalité. Cela concerne aussi la résidence permanente et bien d'autres aspects. Cette histoire me fatigue déjà, mais elle est vraiment intéressante. Parce que même s'il y a beaucoup d'exigences et que c'est très compliqué, je pense que les pays scandinaves sont ceux qui fonctionnent le mieux au monde. Nous avons déjà eu l'occasion de visiter le Danemark, la Finlande, la Suède et, maintenant la Norvège. Et tout est spectaculaire. C'est-à-dire, la bibliothèque, pratiquement tout est gratuit. Les services publics fonctionnent parfaitement. C'est-à-dire qu'on paie beaucoup d'impôts. Mais tout. J'imagine que la santé est toujours 100% publique, oui. Ici, la santé est 100% publique. Certaines choses restent payantes. Tu payes Legenandel, une sorte de franchise minimale. Les premières fois que tu vas chez le médecin, mais quand tu as déjà payé plus de 200 $ de Legenandel en une année, à chaque fois que tu vas chez le médecin, c'est 30 $. Si tu es déjà allé chez le médecin 6 fois à partir de ce moment-là, même si c'est le 3 janvier à partir de ce moment-là, pendant toute l'année, tu ne paies absolument plus rien. Et si tu tombes malade pour n'importe quelle raison et que tu dois être hospitalisé, c'est complètement gratuit pour les enfants jusqu'à 18 ans. C'est entièrement gratuit. La santé et les soins dentaires sont totalement gratuits jusqu'à 16 ans. Entre 16 et 30 ans, tu ne paies que 25% des traitements. Et après 30 ans, tu paies 100% des traitements. Mais il y a certains traitements qui, s'ils sont très coûteux, tu peux aussi recevoir une aide de l'État pour ces traitements. Écoute, Rafa, je ne sais pas si tu y as pensé, mais si tu ouvres une entreprise de conseil pour les migrants, mon frère, on t'embauche. Tu entends? Je veux dire, tu donnes même les chiffres exacts, les pourcentages, tout nickel. Je le sais car c'est moi qui fais cette partie à la maison.
Ce que je fais ici, ce sont des conseils professionnels. J'aide ici les personnes qui n'ont pas pu entrer sur le marché du travail norvégien à avoir ce début ou ce dont on a besoin au début avec le CV. Adapter le CV, adapter les lettres de motivation qui sont super importantes. Parce qu'ici, les gens, quand ils commencent à postuler à un emploi, envoient la même lettre de motivation pour tous les postes. Et comme ça, tu n'arriveras jamais à obtenir un bon emploi. Ici, en Norvège, les lettres de motivation sont personnalisées, le CV est personnalisé pour chaque poste auquel tu postules et tu dois tout faire. Tu dois expliquer à l'entreprise pourquoi il serait avantageux de t'embaucher. L'entreprise ne cherche pas à savoir pourquoi ils voudraient t'embaucher, ni pourquoi travailler pour eux compte pour toi, n'est-ce pas? Ils veulent juste savoir pourquoi t'embaucher et ce que tu apporteras à l'entreprise, non? Oui, je travaille avec tous ces conseils et bon, c'est quelque chose que j'ai développé ici. Oui, j'ai pu aider pas mal de personnes qui étaient ici en Norvège depuis des années à travailler dans des emplois comme serveur, nettoyage, des choses comme ça. En étant ingénieur, en ayant d'autres professions, ont-ils eu des difficultés à entrer sur le marché du travail norvégien? Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les qualifications, ni parce qu'ils n'ont pas une bonne carrière, mais parce qu'ils ne savent pas vendre leur image et ne savent pas faire les CV et les lettres de motivation comme il faut ici pour la Norvège. Écoute, s'ils ont besoin de me contacter, il suffit simplement de me chercher comme Raphaël Oropesa sur LinkedIn et là, ils auront absolument toutes les informations sur la façon dont je travaille. Moi, avec toute la partie du CV, j'ai toujours fait cela dans le but d'aider les gens parce que je sais que c'est assez difficile. Vous avez toutes les infos, on continue la promenade et je te poserai d'autres questions sur la vie en Norvège. Nous sommes arrivés à notre prochain arrêt et Raphaël me montre le parking pour 2 heures. 230 couronnes, ce qui équivaut à 23 $ pour 2 heures de stationnement. Tu me dis qu'il existe des parkings encore plus chers? Oui, là où nous étions avant, c'est plus cher. Ils facturent environ 25 $ pour 2 heures. Waouh, vous savez, si vous avez une voiture en Norvège, il faut ajouter le prix du parking juste pour se garer quelque part. Nous ne sommes pas les créatrices de contenu qui vous donnent des informations précises. On vous raconte l'histoire en profondeur parce que ce n'est pas vraiment ça qui nous passionne. Ce qui nous passionne, c'est la nature, c'est l'aventure. Et quand on vous donne ces informations, on fait partie de celles qui doivent lire pendant 15 minutes avant pour pouvoir bien le dire et ne pas se tromper. Mais savez-vous ce qu'on aime vraiment? Les fromages? Non, pas toi et pas moi. Exactement, nous y sommes. Regardez, dans le palais du gouvernement, là-bas derrière, vivent les rois. Parce que, comme vous le savez, ici en Norvège, ils ont leur président et tout. Mais il y a aussi une monarchie, la famille royale depuis toujours. Et quel est le potin, mon amour? Eh bien, la famille royale avait une princesse, une fille. Et elle avait... Parce que la fille est toujours en vie, mais elle n'est plus princesse. Parce qu'elle s'est mariée avec un Américain. D'origine africaine? D'origine africaine? Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il est chaman. Et... Apparemment, ces rituels pour chasser les esprits négatifs des gens doivent être suivis par un acte sexuel. En gros, le chaman vend ses services de voyance. Si tu as de la malchance, si quelqu'un te fait un mauvais sort, peu importe. Ah, tu l'as contacté. Tu sais quels sont ces services? Bien sûr, je lui ai déjà envoyé un message WhatsApp pour connaître ses tarifs et il m'a expliqué. Mais bien sûr, sa méthode de travail ne m'a pas intéressé. C'est pour ça que... C'est pour ça que ça ne t'a pas convenu. Ah oui, il y a même une série sur Netflix et tout. Ne va pas croire qu'on invente le truc, non? Il te dit que pour procéder, pour te retirer les esprits, après, évidemment, lui payer ce qu'il demande, il doit copuler, donc enfin... Procéder à l'acte? Donc il est un peu fou. Un peu fou.
Le problème, c'est que les rois ne sont pas allés au mariage de leur fille et qu'elle ne peut plus être appelée princesse, Oui, ils l'ont exilé. une princesse. C'est fou, vraiment, que dans un pays où il est puni de prison, ici en Norvège, d'être homophobe, raciste ou classiste, comme je pense que ça devrait l'être partout dans le monde. Parce qu'il y a un autre fait que nous n'avons pas révélé. Le mari de l'ancienne princesse est bisexuel. Donc voilà, c'est puni. Mais malgré tout, il reste encore, caché sous le tapis, certaines pratiques un peu racistes et homophobes. C'est fou. Juste derrière moi se trouve le Parlement de Norvège, et un peu plus loin, il y a le Congrès, où toutes les décisions législatives sont prises. Je vous avais mentionné qu'en dessous, comme la monarchie, qui au final est plutôt une figure emblématique, ou pour des affaires diplomatiques. Ensuite, il y a l'exécutif national et le législatif. Ce n'est pas un président, c'est un premier ministre. Je me suis trompé tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une grande partie des revenus de la Norvège, en plus des impôts, provient du pétrole. Parce qu'ici en Norvège, il y a aussi beaucoup de pétrole. Mais le plus intéressant de tout, c'est que dans ce pays, pratiquement tout l'argent provenant du pétrole est économisé. Et non seulement il est économisé, mais il est aussi investi. Il existe un fonds d'investissement d'État, un peu comme ce qu'a fait Bukele avec le Bitcoin au Salvador, qui a simplement acheté et laissé la valeur augmenter. Ici, ils le font avec les fonds provenant du pétrole. En fait, je lisais qu'ils ne dépensent que 3% du capital généré par ce fonds d'investissement. Par an, rien n'est économisé. Les 97% restants, et ce fonds, aujourd'hui, vaut entre 1,8 et 2 billions de dollars par an. Les bénéfices du pétrole s'élèvent à 650 milliards de couronnes, ce qui équivaut à environ 65 milliards de dollars, ce qui n'a aucun sens. C'est-à-dire, c'est énormément d'argent, vraiment beaucoup d'argent que possède ce pays, mais surtout une très bonne éducation financière, parce qu'ils ont choisi de réinvestir cet argent, pas de le dépenser. Bien sûr, ils construisent, réparent, améliorent, mais ils pensent aussi aux générations futures. Et c'est incroyable, parce qu'il ne s'agit pas seulement de garder l'argent de côté, mais de le faire fructifier année après année, et générer des bénéfices à partir de cet argent investi, et en ajouter davantage et continuer à produire. Et au final, la Norvège, c'est bien, elle se dispute la 2e ou la 3e place parmi les pays ayant le PIB par habitant le plus élevé du monde, avec presque 100 000 dollars par personne. Imaginez qu'au Venezuela, et avec des chiffres de provenance douteuse, le PIB par habitant est de 2 000 dollars par personne, alors qu'ici, il est de 100 000. Un pays plus petit, un pays là bien sûr avec moins de 10 ou 15% du pétrole que nous avons là-bas, et avec une petite différence. Il est très très bien géré. Regardez ça, c'est impressionnant. Ici, nous allons entrer dans un magasin où, comme vous le savez, nous collectionnons des aimants pour le réfrigérateur. Au fait, la Norvège va remporter le titre de l'aimant le plus cher que nous ayons jamais payé dans notre vie, 129 couronnes, ce qui fait 12,9 dollars. Avant cela, et aussi ironique que cela puisse paraître, l'aimant le plus cher que nous avions acheté venait de Chine et il nous avait coûté 9 dollars. Mais c'était quelque chose d'incroyablement spectaculaire, alors qu'ici en Norvège, un simple petit aimant en peluche coûte 13 dollars. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est cette viking. Regarde ma petite, ici on mange de la viande de baleine et ce n'est pas parce qu'on est dans une boutique de souvenirs. Parce que je ne suis absolument pas d'accord avec la nourriture ou la maltraitance animale à des fins touristiques, mais quand c'est quelque chose de culturel, évidemment, je suis ouvert à l'essayer. Par exemple, en Finlande, on mange de la viande d'ours et j'ai goûté la viande d'ours. Moi, je vais m'acheter un petit paquet de viande de baleine et je vais aussi ramener un souvenir pour mes amis à Caracas. Regardez ces petits pulls ici dans la boutique de souvenirs. L'un coûte 749 couronnes ici, 1249. 1699, 2000 couronnes, ce qui ferait environ 200 dollars, c'est fou. Ces prix, bien sûr, c'est parce que c'est 100% laine de la laine de mouton.
Mais quand même, 200 $ pour un pull. Dans une boutique de souvenirs, ne croyez pas que c'est une marque incroyable ou quoi, non. Une petite boutique de souvenirs où ils vendent, des aimants, des demi-cagoules et des petits pulls. Daniela, tu nous as dit que Vicky est née au Venezuela, mais Aurora était née ici. Comment ça s'est passé? Comment as-tu vécu le fait d'avoir une fille ici? Waouh! Je ne m'y attendais pas. Elle est bonne. Écoute, franchement, c'était merveilleux. C'est-à-dire que j'ai ressenti ici que toute cette partie est gratuite, disons-le comme ça, gratuite, parce qu'évidemment, c'est payé avec les impôts. Oui, mais tu n'as pas à sortir directement l'argent de ta poche, c'est juste que chaque mois, évidemment, ils te le déduisent des impôts. Mais tout est inclus, les consultations, oui? Je n'ai rien eu à payer et je me suis sentie traitée comme une princesse dès le début. Ce n'est pas le cas de tout le monde, j'ai entendu d'autres histoires, mais c'est mon expérience. Avant l'accouchement, on me demandait même « Comment veux-tu que ton accouchement se passe ?» Je voulais un accouchement humanisé, sans péridurale, sans rien, et tout cela a été respecté. Je ne savais pas quel était le sexe du bébé. Tu as décidé de ne pas savoir si c'était un garçon ou une fille? Tu l'as découvert ce jour-là? Oui. Je voulais une surprise, sachant que ce serait mon dernier bébé. On a fermé la fabrique et j'ai dit vouloir en profiter pleinement. Ils le savaient et me respectaient beaucoup. Elle est née le 1er janvier, et c'était la première fille née dans cet hôpital. Alors, ils sont venus avec des coupes, un drapeau norvégien. Oh, que c'est mignon, vraiment magnifique. Je n'ai rien à dire, c'était spectaculaire et tout le processus de ma grossesse a été spectaculaire. J'imagine aussi que tu avais un prénom pour une fille et un prénom au cas où ce serait un garçon. Oui. Et j'avais 2 petites tenues, une de fille et une de garçon. Le reste était plutôt neutre, pour ainsi dire. Tu nous disais que si au bout de 6 mois, tu ne choisis pas de prénom, le pays choisit un prénom pour ton enfant. Oui? Car ils doivent clôturer. Et si tu n'as pas choisi de prénom, ils en attribuent un temps. Ici, tout est très numérique. Ah, quel bonheur de ne pas avoir de démarche à faire, n'est-ce pas? Ici, tout est simple, même payé. Je n'utilise que le téléphone, jamais de carte ni d'espèces. En plus, dans de nombreux endroits, recevoir du liquide est mal vu car assimilé à de l'argent au noir. Où sommes-nous actuellement? Nous sommes à Akerbrig. C'est l'un de mes endroits préférés à Oslo. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde, mais en réalité, c'est toujours très rempli. En été, c'est magnifique parce qu'ici, c'est l'endroit où les gens viennent prendre un verre, une petite bière. Il y a les bateaux qui vous emmènent vers les différentes îles d'Oslo et vous pouvez faire une excursion. Et franchement, c'est magnifique. C'est une rue où il y a énormément de restaurants et au bout, il y a un musée que bien sûr nous allons aller voir. Attends, j'ai besoin qu'on détaille ce bateau. Ce bateau t'emmène sur l'une des îles proches. Est-ce que tu dois payer un billet à part ou est-ce que c'est inclus avec le billet des autres transports? C'est inclus avec le ticket? D'accord. Une fois que tu achètes, par exemple, tu as acheté le ticket journalier, alors ce ticket journalier, tu peux l'utiliser pour les bus, pour le trick. Le tramway, je crois. Et tu peux aussi profiter du même billet pour prendre les petits bateaux vers ces îles proches. Que peut-on faire? Écoute, il faut aller dans un café, sinon tu peux faire un pique-nique, te promener aussi en été, par exemple, tu peux nager. Il y a aussi différentes activités là, comme du snorkeling et ce genre de choses que je ne fais pas, donc ça, je n'en ai aucune idée. Mais ils changent toujours d'activité sur ces petites îles parce que, bien sûr, c'est touristique, c'est pour que les gens viennent visiter et il y a toujours quelque chose à faire. Je demande à Daniela, quel est le salaire que quelqu'un peut gagner? Bien sûr, mais tu dirais, écoute, ça peut t'arriver. Penses-tu pouvoir atteindre ce salaire un jour? Je ne sais pas si tout le monde pouvait espérer y arriver, c'est surtout pour les politiciens. D'accord. D'accord. Beaucoup gagnent bien plus, mais c'est de nos jours. Je regardais une interview où ils ont fait un débat entre des ministres, des chefs, par exemple, de la santé. Et ils gagnaient presque 100 000 couronnes par mois après avoir déduit les impôts et tout. Ce qui représentait environ 10 000 $. C'est-à-dire, c'est fou, c'est énormément d'argent. Et ici, c'est public. N'importe qui peut voir combien tu gagnes. Donc, aller à un entretien d'embauche et dire « Bon, non, actuellement, je gagne ça.
Et que ce ne soit pas vrai, non, tu ne peux pas. Ici, on ne ment pas vraiment. En fait, l'une des bases de la Norvège, c'est toujours la vérité, c'est-à-dire l'honnêteté. Ici, il y a une loi qui n'est pas écrite, mais qui s'appelle Janteloven. Et cela signifie que tu ne peux pas te sentir supérieur aux autres, tu ne peux pas montrer que tu es meilleur que les autres. Ne crois pas que tu es spéciale, ne crois pas que tu es aussi bonne que nous, ne crois pas que tu es plus intelligente que nous, n'imagine pas que tu es meilleure que nous, ne crois pas que tu en sais plus que nous, ne crois pas que tu es plus importante que nous, ne crois pas que tu es douée dans quoi que ce soit. Ne te moque pas de nous, ne pense pas que tu comptes pour qui que ce soit. Mais il y a l'autre côté, maintenant qu'il y a l'anti-Janteloven, bien sûr, en ce moment, il y a un grand éveil. Et ils disent, comme EPA, non, pourquoi je ne peux pas me sentir spéciale? Me sentir spécial. Alors rien, mais c'est très fort. Ce que j'apprécie le plus en voyageant, ce n'est pas de découvrir des lieux historiques. Bon, parfois, ils sont sympas, mais ce n'est pas ce qui me passionne le plus. C'est ça, c'est voir une autre façon de penser, c'est apprendre d'une autre culture totalement différente de la nôtre et peut-être adapter quelques petites choses à notre façon de vivre. Et à Marila, beaucoup de choses valables ici le sont aussi au Venezuela. Parce qu'avec les paysages que nous avons et les richesses naturelles que nous possédons, si nous fusionnons une bonne culture, une bonne société, je veux me réincarner dedans. Je ne sais pas combien d'années il faudra pour qu'on y arrive, mais je sais qu'un jour nous y parviendrons, je veux me réincarner. Dans cette Venezuela, on nous disait qu'un appartement ici, regardez, les immeubles sont beaux. Oui, ils sont à côté du canal et à côté de la rivière, de la mer. Ils peuvent coûter environ 30 millions de dollars, ce qui ferait combien de couronnes? 300 millions? 300 millions de couronnes, ce qui n'est pas si énorme non plus. Un autre choc culturel dont je viens de me souvenir, c'est qu'en hiver, les enfants dorment dehors, même quand il neige et tout. On met les bébés dans leurs poussettes, des bébés, d'accord. À moins 15 degrés, les bébés sont mis dehors dans leurs poussettes pour dormir. Évidemment, ils portent des vêtements spéciaux, ils portent beaucoup de laine, ils ont comme un drap thermique dans lequel on met les bébés pour qu'ils gardent la chaleur. Et cela s'appelle la sieste nordique et c'est pour que les bébés habituent à leurs poumons à ce froid extrême qu'il y a en Norvège. Maintenant, nous sommes venus dans un petit marché qui s'appelle Madalen, qui a l'air un peu chic en fait. Parce que tu as tes boucheries ici, mais tu as aussi des petits restaurants qui préparent la nourriture et tu peux manger un peu partout. Regardez cette folie. Viande bien sûr Wagyu, qui est en fait l'une des viandes les plus chères du monde, 3800 couronnes le kilo, ce qui équivaut à 380 $ le kilo, mais une qui n'est pas Wagyu. Un entrecôte normal, 120 $, un T-bone avec l'os et tout. 67,9 $ le kilo. C'est-à-dire que si tu enlèves l'os, ça revient à environ 80 $ pour la viande seule. Ça, en fait, je ne sais pas ce que c'est. On dirait de la langue, ça coûte 90 $ le kilo, 70 $ le kilo, et les prix continuent comme ça. Regardez le poulet, bon, ça ressemble à du poulet, je ne sais pas si c'est de la dinde, mais le poulet, c'est 30 $ le kilo. C'est fou, les prix des protéines ici en Norvège me semblent incroyablement chers. Voyons voir. Regardez le saumon, 53,9 $ le kilo, et je ne sais pas quel poisson est à côté, mais il coûte 85 $ le kilo, ce petit morceau de poulpe, 12 $, mais je ne sais pas, il n'y a même pas 100 grammes là-dedans. Et regardez comme cet endroit est magnifique, waouh les gars, qu'est-ce qu'on a ici? Ceci est l'un des plats typiques de la Norvège. C'est une soupe de poisson, ça s'appelle fiskesuppe, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus courant. Donc c'est comme une soupe au lait, c'est bien ça? Oui, c'est une soupe crémeuse. Crémeuse, à base de lait, je ne sais pas vraiment. Cuisinière, j'ai 0 point, je ne connais pas les ingrédients, mais oui, c'est à base de lait ou quelque chose comme ça. Donc c'est une soupe de poisson à base de lait. Pour moi, c'était étrange, comme une soupe de poisson au lait. Ça ressemble à un chup à première vue. Oui,
Mais ce n'est pas un chub de poisson, c'est un chub de poulet. On dirait qu'il y a du caviar par ici. Dessus, il y a des petites palourdes. Il y a aussi des morceaux de poisson, du saumon. Oui, il y a du saumon. Ah, saumon, poisson blanc. Ouf, je suis en train d'écrire tout ça et j'en ai l'eau à la bouche. Oh, c'est vraiment délicieux, voyons. J'en veux, j'en veux. De 1 à 10. 10, ça trait. Très délicieux. Waouh, je suis surpris. Il est 17h45 ou enfin le soir, parce que comme vous pouvez le voir, il fait déjà sombre. Et en automne, il fait nuit à peu près à 7h, mais si vous venez en hiver, à 14h, il fait déjà tout sombre. Et le pire, c'est que le soleil se lève à 10h du matin, donc seulement 4 heures de lumière par jour. On continue d'explorer Oslo et cette fois, nous sommes venus à Vigeland. Pardon aux Norvégiens qui nous regardent. C'est l'un des parcs les plus célèbres d'ici, parce que l'artiste qui a décoré les allées de ce parc s'est inspiré de corps nus. Il y a beaucoup de statues de personnes nues de chaque côté de l'allée, mais l'une des plus emblématiques est ce bébé, qui est un bébé pleurnichard et nu. Alors, une tradition s'est créée. Si tu prends la petite main de l'enfant, tu reviendras à Oslo, tu auras de la chance. C'est pour ça, regardez, on va bien la frotter. Mais oui, il n'y a pas que le bébé. Si vous vous approchez un peu par ici, vous pouvez voir un autre homme qui tient comme un arc, lui aussi bien sûr nu, et malheureusement, c'est la nuit. Mais tout au long du chemin, il y a au moins 20 ou 30 statues de personnes. Comme dirait Aurore en montrant ses pixels. Alors, elle dit que ce sont ses parties intimes. Et c'est l'une des premières œuvres d'art que nous avons trouvées ici dans le parc. Bien sûr que oui. Des sous-vêtements suspendus tout le long de cette descente. Il peut facilement y avoir une 50aine de sous-vêtements. En fait, on a demandé à Emmanuel d'en donner un là-bas. Celui avec la trace, c'est celui d'Emmanuel. Eh bien, l'explication de l'œuvre est très simple, mais je vais vous laisser en juger par vous-même. Alors laissez votre avis dans les commentaires. Que pensez-vous que cette œuvre d'art signifie ? Après une promenade réfléchie, j'ai tout compris. Les sous-vêtements suspendus à l'extérieur, c'est extérioriser ce que tu as à l'intérieur. Quoi ? Dans le cadre de cette visite, Dany et Rafa nous ont apporté quelques plats typiques de Norvège pour goûter, surtout des friandises. Celle-ci, c'est moi qui l'ai achetée, c'était de la viande de baleine, je voulais goûter. C'est vraiment contre mes principes. Mais ils nous ont apporté des fromages bruns, Je suis aussi contre des... fromages bruns. Je ne comprends pas pourquoi c'est un fromage brun, mais c'est comme ça qu'on l'appelle, fromage brun. Comment on dit en norvégien ? Brunost, brunost, ah oui, parce que ost c'est fromage et brun c'est brun. Un Kit Kat norvégien. Ah, je goûte ça, un soda à l'orange. Ça me rappelle Kenan et Kel, oui. Eh bien, notre soda à l'orange. Exactement, exactement. Regardez, ces petits bonbons. Les Fisherman Friends sont très célèbres dans le sud de l'Afrique, c'est-à-dire au Botswana, en Namibie et en Afrique du Sud même. Je les adorais vraiment car ils sont sans sucre, mentholés, même si je crois ne jamais avoir goûté cette saveur. Voyons ce qu'en dit Goaté. Mais avec les points, c'est comme je le pensais. C'était de la chèvre. Non, ce n'est pas comme Cristiano Ronaldo. C'est Goat, le meilleur de tous les temps. Et puis nous avons d'autres bonbons noirs et ils disent salt, lakri. Lakri, c'est du saumon. Non, non, l'axe, c'est du saumon. C'est quoi lakris ? Je vais voir. Je vais voir, on va commencer avec la petite viande de baleine. Même si ça ressemble à du saucisson, j'aimerais vraiment le goûter en steak. Mais bon, c'est ce qu'on a. Regardez, voilà à quoi ça ressemble. Pour l'avoir. Ah, celle-là ne sent pas le saucisson. Peut-être qu'ils n'en mettent pas vraiment, c'est du bluff. Non, mais la viande est très foncée. Oui, bon, c'est vrai, c'est comme un saucisson plus foncé. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir ici. On va voir quel goût ça a. Chérie, ça passe crème comme du saucisson. Délicieux. J'ai acheté du saucisson. Donne-lui une chance, donne-lui une chance. C'est que le pain va contre ma morale. Divin 100% non recommandé. N'achetez pas de baleine. Je vais en mordre un petit morceau. Bon appétit, moi je le mets entier.
Hey Chinazo. Oui, je ressens bien ta fatigue. Comment ça va? Moi, j'adore. Sérieusement? Je croyais que tu allais vomir. Moi, j'adore, vraiment. Je trouve ça divin. Pour moi, c'est du fromage avec du dulce de lèche. C'est-à-dire, c'est un fromage qui a le goût du dulce de lèche. Oui, ça m'a plu. Ok, on va mieux le garder pour la fin. Parce que si ça finit mal, alors je ne veux pas. Ensuite, celui-là, Ça a l'air vraiment moche. oui, je trouve ça exagéré. Je pense que celui-ci a meilleur goût que l'autre. Essayons celui-ci, il est moins bon. Fermez les yeux pour mieux sentir les saveurs sans distraction. Ça n'a aucun goût pour moi. Non, il a du goût, Don Mio, c'est de la réglisse, C'est de la réglisse. Je ne sais même pas comment on dit en espagnol. je crois. C'est comme une plante. Ça, c'est à la menthe. Oui, ça a un peu de menthe. Un peu, oui. C'est le menthol. Mais est-ce qu'elle a parlé d'une petite poudre, Vicky? Et ça m'a fait peur, non? Ce n'est pas ça. Non, la petite poudre, c'est ce qu'elle apporte, s'il te plaît. D'accord? C'est comme du sel, quelque chose comme ça. Tu n'as pas aimé? C'est super mentholé. Oui, c'est super. Mais oui, ça a comme... Oui, ça a une touche salée. Littéralement. C'est un Kit Kat? Kit Kat norvégien. Ah oui, c'est mieux. Non, ce n'est pas un Kit Kat. Ceci est un... désastre. Il a la même forme, mais pas le même goût. C'est peut-être comme un chocolat avec biscuit très similaire. Regarde. Et c'est de Freya. Comment on prononce Freya? Et pour finir, on goûte le soda à l'orange. Moi, j'aime le soda à l'orange. Quelle grosse blague, ça. Bon, tous les sodas sont bons. Oui. Pas très sains, mais c'est bon. 11 sur 10. Écoute, je suis surpris par les snacks de Norvège, ce fan, sauf le petit bonbon en forme de pièce. Pour le reste, tout va bien. C'est-à-dire? Si tu donnes 10 à Bruno, combien lui donnes-tu? Non, moi je donne à Bruno comme à celui-ci. À celui-ci, je lui donne un 6. Et à celui-là, je lui donne un 8. Moi, je donne plus à celui-ci qu'à l'autre. Non, celui-là semblait plus salé et celui-ci plus aréquipe. Non. D'où donc... Et la baleine 10 sur 10, la baleine de Pana. Désolé, attention. Je n'irai jamais dans un endroit où l'on tue ces animaux juste pour les touristes. Mais bon, si ça fait partie de la culture, je prends et je goûte. Qu'est-ce que je peux faire? Pour finir la soirée, nous sommes venus à Ekersberg, un parc de sculptures, mais il y a aussi un belvédère sur toute la ville. Spectaculaire. Regardez comme c'est beau, toutes les lumières d'Oslo, et bon, il fait très sombre, on fait ce qu'on peut avec la caméra, mais c'est vraiment, vraiment joli. Bonjour en ce deuxième matin ici à Oslo. Ça va, petit? Eh bien, regardez, il ne fait pas si froid. J'ai juste un t-shirt et un polaire et c'est tout. Mais maintenant que cette vidéo commence, et si on allait dans le froid, C'est ça. Aujourd'hui, on prend un vol pour l'un des endroits qu'on avait le plus rêvé de visiter. Et ensuite un autre pour réaliser un rêve de vie, puis un autre pour vivre une folie. Sérieusement, ce voyage en Norvège va être rempli de beaucoup d'aventures, mais je ne veux pas trop en dire pour l'instant. Restez pour regarder, abonnez-vous si ce n'est pas fait, et suivez la chaîne, car plusieurs excellentes vidéos arrivent. En attendant, et je pense que pour conclure cette vidéo sur comment est la vie en Norvège, il faut vous donner quelques faits sombres, des faits un peu troublants, je dirais, et dont on parle peu. Bien sûr, parce que certains prétendent qu'ici en Norvège, il y a une censure. Bon, je pense que c'est discutable, surtout par rapport au pays d'où nous venons. Mais on dit qu'ici, les taux de décès volontaires, pour utiliser un terme, et pour éviter que la vidéo ne soit bannie, sont très élevés. Très élevés. En fait, des amis nous ont raconté qu'ils ont vu un enfant sauter d'un pont. Oui, exactement comme ça. Cela n'apparaît nulle part, ni dans les infos, ni dans les journaux, ni sur les réseaux sociaux, évidemment. Parce que c'est quelque chose qu'ils veulent, comme cacher un peu pour ne pas créer de peur, ne pas provoquer de traumatisme. Alors, je ne sais pas si d'un côté c'est compréhensible ou non, mais on dirait qu'il y a une sorte de volonté de cacher ce genre de nouvelles. Et aussi pour les enfants, non? Ça oui. Ça m'a vraiment étonnée. Il s'avère que si tu te disputes très fort avec ton partenaire, genre une vraie dispute à la latine, où on commence à se crier dessus, ce qui n'est pas bien, mais qui est assez courant dans notre société de se parler très fort.
Ici, le voisin peut te dénoncer et ils peuvent venir chercher l'enfant et l'emmener. Et toi, tu ferais quoi de plus? Tu n'apprends jamais rien sur ton enfant, ni où il est, ni s'il est en vie, ni s'il va bien, rien, tu ne peux plus jamais le voir. Alors, il conseille de ne pas se disputer devant les enfants, de ne pas se disputer à voix haute, mais de discuter en silence, pratiquement très doucement. Tu ne peux pas frapper ton enfant, ce qui est, je pense, très logique, évident, et c'est bien. Mais si jamais tu en viens à le frapper, je veux dire, par exemple, lui donner une fessée ou quelque chose comme ça, ce qui est aussi assez courant en Amérique latine. Ne me dites pas le contraire, ils t'enlèvent aussi l'enfant. Si l'enfant en parle à la professeure ou à un ami et que cet ami le dit à ses parents ou à la professeure, « Au revoir mon fils ». Et le plus fou, c'est que les enfants peuvent frapper leurs parents. C'est vraiment fou. Nos amis nous racontèrent que parfois, on voyait des enfants dans la rue en train de faire une crise. Mais pas seulement une crise, ils s'agitaient, frappaient. Et le père, il ne peut absolument rien faire, parce qu'évidemment, un agent de sécurité de l'État peut arriver. Il reçoit des réprimandes comme ça. Ouais, juste avec le regard. Mais ce qui me paraît le plus sinistre, c'est que les familles peuvent adopter ces enfants et qu'on te paie pour chaque enfant que tu adoptes. Donc pour beaucoup, c'est un business et ils ont plein d'enfants juste pour l'argent. Mais tu ne sais pas dans quel état, dans quelle situation se trouve vraiment l'enfant parce que tu n'entends plus jamais parler de ton enfant. Et ils peuvent toucher combien? 30 000 couronnes norvégiennes, ce qui fait environ 3 000 ou 3 500 $. Et imagine que tu adoptes, je ne sais pas, 5 enfants, ça fait 15 000, 18 000 $ par mois, rien que pour s'occuper des enfants. Et vraiment, adopter un enfant, c'est quelque chose d'impressionnant, de merveilleux. C'est-à-dire, il faut avoir un très grand cœur pour le faire, mais pas quand c'est un business, pas quand tu le fais pour l'argent, bien sûr. Tu te demanderas pourquoi cela arrive. En fait, les enfants ne t'appartiennent pas, mais à l'État, qui prend donc les décisions. C'est tellement fou que si tu veux partir en vacances avec ton enfant, tu dois demander la permission à l'école, et si l'école ne te donne pas la permission, tu ne peux pas l'emmener en vacances. Je sais que mon enfant manque. Non, il ne te laisse pas sortir l'enfant du pays si tu n'as pas la permission. Et oui, jusqu'à 18 ans, pratiquement ton enfant appartient à l'État, et ensuite, eh bien, il devient indépendant, non? Une autre chose qui m'a surprise, c'est qu'à 12 ans, les enfants commencent à décider par eux-mêmes, alors que je les considère encore comme des enfants. Oui. Ils commencent à prendre leurs propres décisions. Ils décident quoi manger, ils décident quand sortir et où ne pas aller, quoi faire et quoi ne pas faire. C'est-à-dire, tu as préparé ton assiette, d'ailleurs la nourriture ici est très chère, et l'enfant te dit « Je ne veux pas manger ça, fais-moi autre chose ». Tu dois le faire parce qu'il l'a demandé. C'est très étrange. Mais bon, ça c'est comme le côté sombre. Il faut approfondir beaucoup plus parce qu'il doit y avoir beaucoup d'aspects différents. Mais oui, rien n'est parfait. Tous les pays ont un petit côté un peu étrange, dont il est parfois aussi intéressant de parler. Dis-nous si tu connais une autre anecdote curieuse, un peu étrange sur la Norvège, mais je veux finir en disant que ce pays a énormément de choses merveilleuses. Et si vous avez l'occasion de venir un jour, faites-le. Suivez-nous, car le meilleur reste à venir et maintenant nous allons partager des informations pour voyager vers les meilleures destinations de ce pays.